À exactement 4h10 du matin heure locale, le 25 septembre 2025, le renseignement militaire ukrainien a lancé une attaque coordonnée de drones kamikazes en direction de la Crimée. Leur cible n'était pas une colonne de chars ennemis ou une formation d'infanterie, mais bien leur propre aérodrome. Il y a 10 ans, la base aérienne de Katcha en Crimée appartenait à l'Ukraine. Mais depuis l'annexion soudaine de la Russie en 2014, elle avait été transformée en un avant-poste fortement fortifié pour l'armée de l'air russe. À 4h20 du matin, seulement 10 minutes après le lancement, la première vague de drones est arrivée au-dessus de la cible. Ces drones n'étaient pas destinés à infliger une destruction massive. Au contraire, leur mission était bien plus précise. Neutraliser le radar côtier avancé MR-10M1 Miss Ammon et le système de surveillance de surface, première ligne de défense de la base aérienne. Ces radars sophistiqués ont parfaitement fonctionné à distance. Ils ont repéré les drones ukrainiens et envoyé des alertes urgentes au centre de commandement, lançant l'activation de Pantsir et Thor. Des batteries de missiles Croviant ont été dispersées stratégiquement le long du périmètre de la base aérienne. Pourtant, malgré cette alerte précoce, aucun missile n'a été tiré. Les opérateurs radars russes restaient impuissants, voyant leurs écrans clignoter d'alerte sans solution de ciblage. De nombreuses batteries de missiles étaient vides, ayant épuisé leurs munitions lors de frappes de diversion ukrainiennes répétées plus tôt dans la même nuit. D'autres se sont retrouvés paralysés par une guerre électronique implacable, leurs radars de ciblage noyés sous des vagues de signaux de brouillage. 30 secondes plus tard, les drones ont atteint leur cible. Des radars valant chacun 20 millions de dollars se sont effondrés en quelques secondes sous les charges modestes de drones suicides ukrainiens. À 1000 dollars, les radars hors service ont rendu aveugle tout l'ouest du réseau de défense aérienne de la Crimée. Un corridor non défendu a permis à la seconde vague, plus lente mais plus meurtrière, d'atteindre discrètement ses cibles sans être détectée. Quelques minutes plus tard, la deuxième vague de drones est arrivée, mais la base aérienne de Katcha était étrangement silencieuse, presque vide. La Russie, avec moins de ressources militaires et une production limitée, a dû réduire ses déploiements, rendant ses bases stratégiques vulnérables. Mais le vide à Katcha n'était pas uniquement dû à un manque de ressources. Quelques jours plus tôt, l'Ukraine avait déjà frappé 3 fois cet aérodrome. Ce soir-là, la situation était la même. Un drone de reconnaissance ukrainien avait récemment repéré 2 avions de transport AN-26 soviétiques exposés et vulnérables sur le tarmac. Ils faisaient partie des rares équipements restant sur la base, précieux car la Russie ne pouvait pas les remplacer. En quelques minutes, tous deux sont devenus des épaves fumantes. Cette attaque a été une humiliation majeure pour la Russie, surtout que Moscou présentait Katcha comme une forteresse imprenable. Pourtant, elle n'avait plus aucune valeur réelle. Avant l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, l'Ukraine utilisait principalement cette base comme centre d'entraînement pour ses régiments d'aviation. Après la prise de contrôle par la Russie, Katcha est devenu un bastion armé accueillant le 318e régiment d'aviation mixte, grâce à son emplacement stratégique près des accès occidentaux de la mer Noire. Les avions et hélicoptères russes présents pouvaient être rapidement déployés pour traquer les drones navals ukrainiens ou larguer des charges anti-sous-marines, offrant à Moscou un avantage crucial régionalement. La base possède une unique piste d'atterrissage vitale, entourée de grands parkings à ciel ouvert et de hangars renforcés contre les attaques. Pour l'armée russe déjà surmenée, Katcha servait de bien plus qu'un simple aérodrome de première ligne. C'était une artère logistique clé. Des troupes, des pièces de rechange, des munitions et des fournitures essentielles transitaient en temps continu par ici, alimentant les forces russes engagées dans les combats, à travers le sud de l'Ukraine. Pour soutenir ce rythme opérationnel exigeant, le 318e régiment maintenait une flotte d'aéronefs exceptionnellement diversifiée. RAR BE, 12 pour la reconnaissance maritime, et AN, 26, AN, 12 pour les missions d'approvisionnement. Des hélicoptères 1000 Mi, 8, suffisamment polyvalents pour accomplir n'importe quelle mission sur le champ de bataille, et même des chasseurs 1000 Mi G29K, avancés capables d'opérations à partir de porte-avions. En une semaine, l'Ukraine a détruit presque tous les appareils à Katcha, paralysant ses capacités opérationnelles et son point d'appui stratégique en Crimée. Le terme point d'appui est clé, car Katcha n'était pas la seule base aérienne russe touchée. En plus de Katcha, plusieurs autres aérodromes stratégiques ont également été visés, démantelant pièce par pièce l'ensemble du réseau de défense aérienne de la Russie. Jusqu'à récemment, ces aérodromes formaient dans la base de la défense aérienne de la Crimée, protégés par un réseau redoutable de systèmes de missiles solaires à longue et moyenne portée, comme les avancées S-400 Triumph et les batteries S-300 plus anciennes, mais toujours puissantes, soutenues par des lanceurs de missiles à courte portée. Panzer S-1,
L'atout majeur de la Russie, ou du moins cela devait l'être, était le redoutable système S-400 Triumph. Doté de radars à réseau phasé puissant comme le 92 N6E Gravestone et le 91 N6E Engagement Radar, ces systèmes détectaient des cibles aériennes à des centaines de kilomètres et guidaient précisément les intercepteurs hypersoniques. En complément du S-400 des batteries, S-300 utilisait les radars 9S-15 Obzor 3 et 9S-32 Ambir. Des systèmes pouvant engager avions ennemis et missiles balistiques entre 75 et 200 km. Des unités radars spécialisées complétèrent le dispositif. ST-68 UTS pour la basse altitude, Costa 2E23 polyvalent et Nebel M, multibande d'alerte avancée, qui servaient d'yeux et d'oreilles à l'ensemble du réseau de défense russe, transmettant en permanence des données de ciblage cruciales aux équipes de missiles. Du moins c'est ainsi que cela était censé fonctionner. Grâce à sa position côtière, Katcha utilisait surtout les radars MR, 10M1 MISM, un conçu pour détecter les menaces venant de la mer ou à très basse altitude. Pourtant, ces installations radars se sont révélées impuissantes face aux drones ukrainiens. Cette vulnérabilité n'étonne pas, vu le taux de réussite remarquable de 43% des drones vus à la première personne ukrainiens. Tout au long de cette offensive, l'Ukraine avait patiemment attendu 12 longues années le bon moment pour reprendre ce qui lui avait été enlevé. Ils prennent enfin l'initiative. Les frappes ont débuté en janvier 2024 lorsqu'une attaque ukrainienne a détruit 3 avions russes, tué du personnel lié à l'administration d'occupation et détruit un bunker de commandement radar. 4 mois plus tard, en mai 2024, les forces ukrainiennes ont porté un autre coup dévastateur en détruisant un radar 92 N6E vital pour le système de missiles S-400 et en endommageant au moins un lanceur de missiles S-400. En juin de la même année, 2 autres lanceurs S-400 avaient aussi été détruits. Une autre installation radar, et même le radar d'alerte avancé Nebo-M, essentiel, stationné à Belbek. À chaque frappe, la capacité de la Russie à détecter et intercepter les drones et missiles ukrainiens entrants s'affaiblissait, créant des conditions qui permettaient aux forces ukrainiennes de frapper encore plus profondément en territoire criméen. Mi-2025, les forces russes ont investi des centaines de millions pour reconstruire les réseaux radars et défensifs détruits dans Crimée, pensant avoir rétabli la sécurité. Pourtant, les Ukrainiens les observaient à leur insu. Des agents du groupe partisan connu sous le nom d'Atesh étaient déjà actifs à l'intérieur des frontières russes, prenant soin d'éviter toute détection. Ces agents ont infiltré des bases aériennes russes et réalisé de nombreuses missions de reconnaissance, notant chaque détail et coordonnées. Pour les systèmes de défense critiques russes, dont les missiles Pantsir S-1, conçus pour détruire drones et avions à basse altitude. Un radar moderne 48 IA, 6K, un Podley conçu pour repérer ce type de menace à basse altitude, ainsi qu'un radar plus ancien P-100 82, assurant une surveillance secondaire. Parmi ces systèmes, le radar Podlet était particulièrement important. Il repérait pour les batteries de missiles S-300 et S-400 russes, guidant leurs tirs contre drones et avions ukrainiens. Sans le radar Podlet, ces systèmes de missiles deviendraient essentiellement aveugles et inefficaces, maintenant que l'emplacement précis du Podlet a été identifié par le renseignement ukrainien. Ce n'était qu'une question de temps avant que la frappe inévitable n'arrive, et elle n'a pas tardé à se produire. Quelques semaines plus tard, l'Ukraine a frappé les radars localisés par les agents d'Attache. Des vidéos de Primary montrent des drones détruisant des radars essentiels comme le ST-68 UTS, le Costa 2E2, le 9S-15 Obsar 3 et le radar de missiles 9S-32, Imbir. Ces attaques ont plongé la Crimée dans une cécité radar inédite, bien plus grave que lors des opérations précédentes. Lors de cette opération, l'Ukraine a aussi utilisé le drone longue portée Rubaka, une munition rôdeuse sophistiquée capable de frapper à plus de 500 km, permettant de pénétrer plus profondément que jamais dans la péninsule. Doté d'une aile volante, d'une propulsion frontale et lancé par catapulte, le drone Rubaka était une arme efficace et abordable pour l'armée ukrainienne. Coûtant environ 15 000 $, l'unité il est bien moins cher et plus léger que les systèmes de missiles classiques. Les premières versions étaient aboiement dépourvues de capteurs d'imagerie embarqués et dépendaient entièrement de la navigation inertielle et du Global Positioning System pour le ciblage, ce qui signifiait qu'elles ne pouvaient viser que des emplacements fixes avec une précision limitée. Avec le temps, les ingénieurs ukrainiens ont amélioré leur conception en ajoutant des capteurs de guidage et d'imagerie avancés. Cela a permis aux drones de frapper avec précision, même lorsque les signaux Global Positioning System étaient perturbés par le brouillage électronique russe.
Avec le réseau radar russe paralysé et la nouvelle arme ukrainienne ayant fait ses preuves au combat, tout était désormais en place pour la prochaine campagne offensive, peut-être décisive. Avant de s'engager, l'Ukraine voulait être certaine que le passage était libre. Ils ont décidé de mener une opération supplémentaire, soigneusement calculée, une dernière frappe, pour aveugler encore davantage les forces russes et s'assurer que rien ne pourrait entraver ce qui allait suivre. Le 22 septembre, vers 20h50 locale, l'Ukraine a coordonné une attaque sur plusieurs cibles en Crimée. D'après Astra, cité par Euromaidan Press, des drones ukrainiens appuyés par des missiles Neptune ont frappé au moins 3 sites stratégiques à la fois. En Crimée, dans le district de Rostonia, des drones ont détruit avec précision un radar clé de la 31e division de défense aérienne russe. Un drone a explosé près de Donska, district de Simferopol, endommageant gravement un système anti-aérien, Panzir S-1. De nouveaux tirs de missiles ont touché des infrastructures majeures, casernes, centres d'entraînement, clubs du personnel russe et cantines de la division près de Vitny. La destruction du radar d'Urozdonia a fortement limité la surveillance russe, ouvrant des failles pour le passage sécurisé des vagues de drones. Les dégâts infligés au système Pantsir ont encore réduit les capacités de défense aérienne locale, affaiblissant la capacité de la Russie à réagir. Frapper les installations de soutien a amplifié ces effets, perturbant routines et commandements, et dégradant la préparation opérationnelle. La destruction du radar Urozdonia a considérablement diminué la capacité de surveillance de la Russie, créant des failles par lesquelles les vagues de drones suivantes pouvaient dépasser en toute sécurité. Les dégâts au système Pantsir ont diminué la défense aérienne locale, affaiblissant la réaction russe. Frapper les installations de soutien a perturbé les routines, les structures de commandement et réduit la préparation opérationnelle. Le lendemain de l'opération réussie, les forces spéciales du direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine ont attaqué de nouveau, déployant cette fois des drones kamikazes sur la base aérienne de Katcha. Ils ont détruit 2 avions amphibies BE 12 rares et un hélicoptère Milmi, 8 stationnés sur le tarmac. Lancé au début des années 1960, le BE-12 Tchaïka était un avion amphibie bimoteur soviétique à turbopropulseur, conçu pour la patrouille maritime et la lutte anti-sous-marine. C'était la riposte de l'Union soviétique à la menace grandissante des sous-marins de l'OTAN durant la guerre froide. Le BE-12 offrait un avantage unique, décoller et atterrir directement sur l'eau, facilitant un déploiement rapide et une surveillance maritime sans dépendre des pistes classiques. Équipé de systèmes radars embarqués et de détecteurs d'anomalies magnétiques, le BE-12 excellait dans la détection des sous-marins, des navires de surface et des menaces potentielles approchant la Crimée. Malgré son électronique datée, les 7 ou 8 cellules restantes étaient cruciales pour la reconnaissance maritime, la recherche et le sauvetage, ainsi que la défense côtière près de Sébastopol. Les drones navals ukrainiens sont très dangereux pour les opérations navales russes. Précisément parce que les systèmes radars et sonars traditionnels à bord des navires russes ont du mal à les détecter, jusqu'à ce qu'ils soient dangereusement proches, souvent à moins de quelques centaines de mètres. Ainsi, le BE-12 reste, malgré son âge, une plateforme de surveillance essentielle. Alors que les navires peinaient à détecter les petites menaces dans les vagues, le radar du BE-12 opérait à plus basse altitude et angle, limitant fortement les angles morts. L'altitude de patrouille standard de l'avion, généralement autour de 500 mètres ou même plus bas, lui permettait de balayer la surface de l'océan avec bien plus de précision que les radars des grands navires de guerre. Sa vitesse de croisière lente, entre 300 et 500 km/h, lui permettait de rester longtemps en vol stationnaire, répétant des balayages approfondis des zones maritimes ciblées, augmentant ainsi la probabilité de détection précoce. Malgré une plateforme précieuse et polyvalente, les forces russes étaient trop stupides pour reconnaître ou exploiter son avantage. Cette nuit-là, en septembre, 2 de ces avions uniques étaient exposés sur le tarmac, devenant des cibles faciles pour les drones ukrainiens. Le premier avion, clairement identifiable par son numéro de queue 08, a été touché directement à la jonction critique de l'aile et a pris feu. L'autre avion était absent, une hélice manifestement cannibalisée pour des pièces, mais lui aussi a été détruit. En 10 minutes, l'Ukraine a causé plus de 30 millions de dollars de dégâts matériels. Mais la perte stratégique pour les capacités de surveillance maritime russes, déjà limitées, était bien plus grande. La Russie a été stupéfaite par l'ampleur des destructions, ainsi que par son incompétence et sa complaisance à exposer des actifs critiques. Mais l'Ukraine n'en avait pas fini, constatant l'inaction ou l'absence de volonté russe. Seulement 2 jours plus tard, l'unité principale a frappé de nouveau. Le 24 septembre, près des aérodromes de Kacha et Belbek en Crimée, de fortes explosions et des tirs de défense aérienne ont réveillé les habitants.
Selon le canal Telegram local Vent de Crimée, les unités de défense aérienne russes se sont activées en premier, réagissant apparemment vers 21h09, suivies de près par des explosions près des deux bases aériennes. Une première analyse a suggéré deux scénarios possibles. L'Ukraine a peut-être visé des radars provisoires installés rapidement par la Russie après des pertes, ou alors les explosions signalent une interception réussie de drones ukrainiens par la Russie. Pourtant, les deux scénarios semblaient douteux. Si l'Ukraine avait touché d'autres radars ou actifs clés, il y aurait sans doute des preuves photos ou vidéos que l'Ukraine publie habituellement pour prouver ses succès. Et si les défenses russes avaient neutralisé les drones ukrainiens, alors la frappe dévastatrice qui a suivi seulement 24 heures plus tard aurait dû être impossible. Et pourtant, elle a bien eu lieu. Malgré des attaques ukrainiennes répétées et dévastatrices au cours des jours précédents, les forces russes ont commis une nouvelle erreur opérationnelle. Ils ont laissé deux avions de transport AN-26 essentiels stationnés à découvert et totalement exposés sur le tarmac, sans aucune précaution. Tout comme le rare avion amphibie B-12 avait été détruit sans effort plus tôt, ces avions de transport AN-26 ont subi le même sort. Vous voyez, l'utilisation généralisée des drones vus à la première personne par l'Ukraine a fondamentalement transformé sa guerre contre la Russie, étant potentiellement la principale raison de la résilience de l'Ukraine et de son succès lors des contre-offensives qui ont considérablement affaibli les capacités de combat de la Russie. Malgré l'avantage tactique évident des drones, leur efficacité sur le champ de bataille présente des nuances souvent ignorées par les médias. Les drones ont profondément transformé la guerre, surprenant totalement la Russie. La Russie est entrée dans ce conflit avec une armée encore ancrée dans l'ère de la Seconde Guerre mondiale, une pensée basée sur l'artillerie de masse, les blindés lourds, des lignes défensives statiques et des avancées d'infanterie lente. Sa doctrine misait sur l'usure, estimant pouvoir encaisser les coups, faire tourner ses défenses et exploiter la profondeur stratégique. Les généraux russes pensaient résister, manœuvrer leur défense et s'appuyer sur leur profondeur et puissance. Mais les drones vus à la première personne ont brisé ces hypothèses, obligeant les commandants russes à admettre rapidement et péniblement que la guerre avait fondamentalement changé. Historiquement, les révolutions militaires ne proviennent pas simplement de l'invention de nouvelles armes, mais de la manière dont ces nouvelles armes obligent les armées à se réorganiser entièrement. Comme la poudre à canon a changé la guerre médiévale, les chevaliers sont passés de puissants combattants à des cibles faciles pour les fantassins. Les drones vus à la première personne forcent les armées à revoir leur stratégie, remettant en cause l'efficacité des charges de cavalerie. Les batailles, autrefois gagnées par la cavalerie, opposèrent désormais des soldats organisés tirant en salve, changeant pour la première fois les hiérarchies sociales sur le champ de bataille. Le pouvoir a quitté les nobles guerriers pour passer à des soldats formés en masse et des armées financées par l'État. Aujourd'hui, les drones redéfinissent de la même manière les stratégies militaires traditionnelles de la Russie, bien qu'ils aient eux aussi des faiblesses inhérentes. Individuellement, un seul drone pourrait avoir du mal à causer des dégâts significatifs, mais déployez-les en essaims coordonnés. Ces machines bon marché peuvent transformer des radars, chars et avions valant des millions en épaves en flammes. Elles ressemblent aux armes à feu du XVIe siècle. Les premières armes à feu étaient peu fiables, lentes à recharger et inexactes seules. Même les soldats portant de longues piques étaient vulnérables aux attaques à distance. Pour compenser ces faiblesses, l'Espagne a créé le tercio, une formation innovante réunissant piquiers, arquebusiers, mousquetaires et infanterie de soutien en une unité cohérente. Les piquiers, au centre, utilisaient de longues lances contre la cavalerie, tandis que les arquebusiers et mousquetaires tiraient de loin depuis les rangs extérieurs. Des troupes de soutien renforcèrent la zone sous pression. Ensemble, ces éléments formaient une formation difficile à briser, une sorte de forteresse mobile. En ce qui concerne les drones, il en existe d'innombrables variantes, chacune adaptée à des rôles spécifiques. Il existe des drones de reconnaissance pour recueillir des renseignements, et des drones suicides jetables pour des explosions ciblées. Des drones maritimes conçus spécifiquement pour attaquer des navires ou des installations maritimes, et de plus grands drones à longue portée capables d'atteindre des zones situées loin derrière les lignes ennemies. Il pourrait exister des centaines ou milliers de configurations de drones, chacune ayant un objectif spécifique. Chaque type de drone a ses avantages, mais c'est l'utilisation combinée de ces drones, travaillant ensemble comme une force unifiée, qui a véritablement paralysé la stratégie militaire de la Russie. Malgré cet exploit, les drones restent loin d'être des armes parfaites. Dans des conditions idéales, avec un temps clair, des connexions stables et une interférence électronique minimale, les opérateurs de drones ukrainiens rapportent des taux de réussite d'environ 40 à 45%. Mais en tenant compte des défaillances techniques, du mauvais temps, des interférences électroniques et des missions avortées,
le taux de réussite réel tombe plutôt à 20, 30%. Même les frappes directes ne garantissent pas le succès. Environ un tir de drone sur 10 échoue, car la charge explosive ne détonne pas. L'efficacité des drones dépend aussi beaucoup des compétences et de l'expérience des opérateurs. Les formations pour opérateurs de drones durent environ 5 semaines, mais la maîtrise s'obtient avec une longue expérience sur le terrain. Piloter ces drones demande de naviguer dans des espaces étroits, près de lignes électriques ou sous une forêt dense, des manœuvres difficiles même dans de bonnes conditions. Avec l'obscurité, le mauvais temps et le brouillage ennemi, le défi augmente nettement. Malgré ces limites majeures, les difficultés persistantes de l'armée russe montrent l'incompétence profondément ancrée dans ses rangs. L'Ukraine utilise encore des drones principalement en raison de leur faible coût. Chaque mission de drone coûte seulement de quelques centaines à quelques milliers de dollars, ce qui les rend abordables et facilement remplaçables. Même si environ un quart des drones échouent, à cause de problèmes techniques avant même de décoller. Mauvais câblage, perte de signal du récepteur, leur faible coût rend ces pertes acceptables. Tactiquement, les drones vus à la première personne sont bien plus flexibles que l'artillerie ou les mortiers classiques. Les frappes de drones ukrainiens peuvent se passer de la demande à l'impact en seulement 10 à 15 minutes, alors que l'artillerie nécessite plus de temps pour être installée et repositionnée. Leur prix abordable permet d'effectuer plusieurs frappes consécutives, appelées le double tap, pour confirmer la destruction d'une cible. Cela libère l'artillerie, qui peut vite changer de mission et poursuivre l'offensive. Un autre avantage est l'impact psychologique. Même les attaques de drones ratées forcent les soldats russes à vivre dans l'anxiété et à adopter une posture défensive, réduisant leur morale et efficacité. La menace des drones force les unités russes à se disperser, compliquant logistique, communication et commandement. La peur constante de frappes soudaines provoque paranoïa et stress chronique, réduisant la capacité de combat. L'utilisation innovante de ces drones par l'Ukraine démontre une ingéniosité incroyable, montrant clairement que les guerres futures ne seront peut-être plus décidées uniquement par la puissance de feu conventionnelle, mais plutôt par ceux qui maîtrisent la technologie et les tactiques.